Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, nous sommes donc en direct sur TV7, mais aussi sur sudouest.fr et en live sur les pages Facebook de Sud-Ouest pour répondre aux questions que vous vous posez sur la guerre en Ukraine. Et avec moi sur ce plateau, on a Laurie Bochet, chef des informations de Sud-Ouest. Bonjour. Bonjour Sandrine. Mais aussi Christophe Lucet, éditorialiste à Sud-Ouest et spécialiste des questions internationales et de la politique étrangère. Bonjour Christophe. Bonjour. On retrouvera également Jefferson Desportes, envoyé spécial en Roumanie. On aura également Sylvain Cotin qui était envoyé spécial la semaine dernière. On va commencer avec vous, Laurie, par cette question que beaucoup se posent. Comment un quotidien de presse régionale couvre-t-il un événement de cette ampleur et aussi loin finalement de Bordeaux ? Depuis le 24 février, le jour donc de l'offensive russe, premier jour, on a complètement chamboulé notre grille des programmes et on a un direct depuis tous les jours de 7h à 23h, soit 16 heures de direct par jour. Dans ce direct, on met les infos les plus chaudes, on met des cartes pour comprendre l'évolution de la situation et on y met aussi des papiers d'analyse qui renvoient voilà, sur tout ce qu'on fait. En gros, là, depuis le 24 février, allez, je vous pose une petite devinette. Vous imaginez peut-être le nombre de papiers qu'on fait par jour ? On a du mal à imaginer justement quand vous dites de minute en minute. C'est la question que moi j'allais vous poser, Laurie. C'est comment vous faites pour actualiser le site aussi souvent surtout ? C'est toute notre équipe en fait. On dédie, il y a au moins 2 personnes donc, en temps complet qui de 7h à 23h ne s'occupent que de ça. Et voilà. Vous avez des envoyés spéciaux aussi, on l'a dit. Exactement. Donc on fait entre 35 et 40 papiers par jour depuis le 24 février. En gros, c'est quoi ces papiers ? On a des dépêches AFP, comme tous les médias les utilisent. Ça, c'est de l'info chaude, ça tombe. On suit aussi les directs télé avec les déclarations des uns et des autres, des hommes politiques partout et des femmes politiques partout dans le monde. On a des décryptages. Alors là, on fait appel à nos experts du service général à Sud-Ouest, donc nos experts agricoles, économie, internationale. On a aussi un spécialiste du nucléaire qui nous a bien éclairé pendant le jour où, en fait, une centrale a été touchée par des tirs russes. Et puis, on a des reportages. Donc, on y vient. On a envoyé 2 envoyés spéciaux. Donc, la semaine dernière, on avait Sylvain Cotin qui était à la frontière polonaise, près de Przemyśl, je ne sais pas si je le dis bien, et puis qui a fait une incursion en Ukraine pour voir ce qui s'y passe. Et puis, il est revenu à la frontière polonaise avec les réfugiés. Et donc, depuis le début de la semaine, nous avons Jefferson Desportes qui, lui, est parti en Roumanie, à Constanta. Et voilà, je crois qu'on va la voir d'ailleurs en ligne. Exactement, on aura Sylvain Cotin dans un instant qui pourra nous raconter justement ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu là-bas. Et là actuellement on va retrouver Jefferson Desportes, donc, qui est grand reporter pour Sud-Ouest et qui est envoyé spécial et qui est avec nous par Skype. Jefferson, bonjour. Bonjour Sandrine. Bonjour, où est-ce que vous vous trouvez là aujourd'hui actuellement ? Alors là je suis devant la base militaire de l'OTAN où je dois être cet après-midi. Donc on attend les accréditations pour pouvoir rentrer. Et donc plus précisément, je suis à Constanta, sur les rives de la mer Noire. Jefferson, Merci. Est-ce que vous m'entendez, Jefferson ? Je vous entends très bien. Très bien, et bien c'est parfait. La question que j'allais vous poser justement, est-ce que vous pouvez nous parler des réfugiés qui affluent justement du côté de la Roumanie ? Vous avez fait un papier que beaucoup ont pu découvrir ce matin dans Sud-Ouest, puisque vous étiez hier à Izasea. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu là-bas. Alors vous l'avez dit Sandrine, la Roumanie comme la Pologne est concernée par la question de l'afflux des réfugiés. Tout simplement parce que la Roumanie et l'Ukraine ont une frontière commune. J'étais hier à Izasea, sur un des points de passage sur le Danube, dans l'est du pays, où près de 2000 Ukrainiens viennent chaque jour trouver refuge en Roumanie. Ils traversent le fleuve avec cette particularité qu'il s'agit presque exclusivement de femmes et d'hommes, de femmes et d'enfants. Excusez-moi, la liaison est très très mauvaise. Et donc on a exclusivement des femmes et des enfants qui traversent, tout simplement parce que depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la loi de mobilisation militaire générale a été décrétée. Donc les hommes de 18 à 60 ans doivent rester, prendre les armes et défendre leur pays. Ce qui ne fait qu'ajouter
de la détresse à tous ces réfugiés qui ont laissé derrière eux un père, un conjoint ou un mari. Jefferson, je vous rassure, on vous entend parfaitement. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelles sont les conditions d'accueil justement de ces réfugiés? Alors la Roumanie a mis en place un accueil qui se veut le plus humain possible. Et donc à chaque arrivée de réfugiés, vous avez des bénévoles, des associations et de la Croix-Rouge qui les attendent avec du thé, du café, des gâteaux et quelques jouets pour les enfants, mais aussi des choses plus basiques encore, comme des couvertures, des couches pour les bébés ou des protections hygiéniques, autant de produits de première nécessité qu'on ne peut pas emmener quand on fuit une guerre. Avec qui est-ce que vous vous trouvez? Vous êtes du côté des forces armées. On peut faire un petit point justement sur les forces en présence, ce que vous avez vu, ce que vous pouvez nous dire à l'heure actuelle? Alors là, je suis devant l'entrée de la base militaire de l'OTAN. Depuis l'invasion le 24 février de l'Ukraine par la Russie, l'OTAN a décidé de renforcer son dispositif sur le flanc est de l'Europe. Donc ça va de l'Estonie, où les Français sont mobilisés, à la Roumanie, où près de 550 militaires français sont arrivés ces derniers jours. Cet après-midi, 200 militaires belges vont aussi venir les renforcer. Il va y avoir un bataillon franco-belge de près de 850 soldats, auquel il faut ajouter presque 1 millier de soldats américains qui sont, eux, venus d'Allemagne. Voilà pour le dispositif. Et cette mission-là a un but, très clairement, c'est de matérialiser une ligne rouge sur la frontière Est face à d'éventuelles ambitions territoriales russes. Mais on est bien là dans une mission de dissuasion. Merci beaucoup Jefferson. On aura l'occasion de refaire un point avec vous, notamment demain matin dans la matinale, sur la journée que vous allez passer. Et vous pourrez nous refaire un point complet justement sur les forces militaires. On a parlé d'un autre envoyé spécial qui était donc la semaine dernière à la frontière polonaise. Il s'agit de Sylvain Cotin, grand reporter à Sud-Ouest et qui a été donc envoyé spécial. Et il est avec nous par Skype. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous allez répondre donc à quelques questions que les lecteurs de Sud-Ouest nous ont posées, avec notamment Christophe Lucet qui est en plateau avec moi. La première question, c'est pourquoi cette guerre en Ukraine éclate-t-elle maintenant? C'est une question de Maryse de Bordeaux et elle s'adresse plutôt à vous, Christophe Lucet. La question est excellente. Pourquoi maintenant? On s'attendait évidemment à ce qu'il se passe quelque chose, mais pas nécessairement. Les Américains avaient annoncé que les Russes, les forces russes massées aux portes de l'Ukraine depuis de nombreuses semaines étaient sur le pied de guerre. Les Européens avaient un peu plus de mal à y croire. Pourquoi Vladimir Poutine a-t-il attaqué? Bon, ces revendications sont très anciennes et elles ont pris un tour combinatoire, on peut dire. Face aux Américains et à l'OTAN, il exige la reconnaissance d'une sorte d'espace russe reconstitué dont l'Ukraine forme la plus grande partie. Ces soi-disant manœuvres donc militaires étaient en fait les préparatifs d'une invasion, donc on a fini par le comprendre. Pourquoi maintenant? Peut-être parce qu'il a senti que l'Occident était dans une position plutôt de faiblesse avec le départ d'Angela Merkel, la campagne électorale française qui s'approchait, un pouvoir américain qui s'est retiré d'Afghanistan et qui semble ne plus vouloir envoyer de soldats à l'extérieur, et globalement une Union européenne plutôt divisée par le départ des Anglais au moment du Brexit, et donc un ensemble de phénomènes qui font que c'était peut-être le moment d'appuyer sur la détente. On va passer à une autre question. Elle s'adresse plutôt à Sylvain Cotin. Je l'ai dit, vous étiez donc envoyé spécial la semaine dernière. Vous vous êtes rendu en Ukraine. Vous êtes revenu il y a tout juste quelques jours. La question, c'est une question de Michel de Marraine. C'est: l'armée ukrainienne a-t-elle les moyens de résister? Alors elle a les moyens de résister, elle le fait en ce moment, mais avec les moyens du bord. Ce qui semble surprendre et ralentir les Russes, mais combien de temps ça va durer, c'est difficile de le dire. En tout cas, elle ne pourra sans doute pas rivaliser éternellement face à la deuxième armée du monde. On a quelques chiffres, mais c'est difficile à vérifier. Les Ukrainiens réussiraient à détruire une quinzaine de blindés par jour, quelques avions, quelques hélicos, mais sur le papier, ça semble un peu plié. Et les Ukrainiens que j'ai pu rencontrer, en fait, ils redoutaient que le siège
de Kiev commence et s'achève pour savoir. Et la question était de savoir combien de temps l'armée russe mettrait pour prendre Kiev et après le reste du pays peut-être. Donc ça, c'est ce que vous avez eu comme information sur le terrain. Christophe Lucet, qu'est-ce que vous pouvez dire justement concernant cette question ? L'armée ukrainienne est toujours là, et y compris d'ailleurs sur le plan aérien. On pensait que son armée avait été clouée au sol dès le premier jour de l'offensive russe. En réalité, des avions ukrainiens continuent à voler. Ils continuent donc à avoir une défense aérienne, même si elle a été extrêmement abaissée par l'offensive des Russes. Le président Zelensky réclame à corps et à cri ce qu'il appelle une no-fly zone, c'est-à-dire l'interdiction du ciel ukrainien. C'est pratiquement impossible à faire parce que ça signifierait que l'OTAN se lancerait dans la guerre contre la Russie, donc l'OTAN ne veut pas le faire. En revanche, il y a une tentative des Américains de proposer à des pays européens de livrer des Sukhoi, qui sont des vieux avions russes que les pilotes ukrainiens savent piloter, que des pays comme la Pologne ou la Slovaquie donnent ces avions aux Ukrainiens, quitte à récupérer derrière des F-16 américains pour se défendre eux-mêmes. Je dirais c'est à l'examen en ce moment, mais c'est pratiquement très difficile à organiser. En tout cas, l'armée russe a de grosses difficultés sur le terrain. Ce matin, nous avons publié un papier de notre correspondant aux États-Unis, Morin Picard, qui cite des hauts gradés du Pentagone, qui évidemment, le Pentagone, le ministère américain de la Défense, suit les opérations en Russie au laser. Ils suivent ça avec leurs satellites, avec probablement des gens de la CIA qui sont sur place. Et ils considèrent que l'armée russe, je dirais, court un risque d'enlisement, même s'ils ne se font guère d'illusions sur l'issue de la guerre. Mais en revanche, l'offensive prend beaucoup plus de temps que prévu. Et alors, c'est dû à plusieurs facteurs. Désorganisation du côté russe, peu de mobilisation de l'armée russe elle-même pour aller combattre des Ukrainiens. Et puis également la résistance inattendue pour Poutine des Ukrainiens eux-mêmes, à la fois l'armée, mais aussi les partisans et la guérilla. Cette guerre en Ukraine, elle suscite énormément d'inquiétudes chez les Français. On a une question justement à ce sujet. Pensez-vous que cette guerre peut arriver physiquement jusque chez nous en France ? La réponse est non. Du moins pour l'instant. Évidemment, on ne peut pas faire de plan sur la comète, mais enfin, je rappelle que la France est membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, comme 30 pays. C'est une alliance militaire extrêmement robuste que l'attaque russe a resolidifié après des années de flottement sous le mandat de Donald Trump. Donc aujourd'hui, l'OTAN est une alliance militaire qui est tout à fait dissuasive pour la Russie. La Russie ne s'y attaquera pas, sauf si Vladimir Poutine perd totalement la raison. Évidemment, on peut se poser quelques questions sur la santé mentale de Vladimir Poutine du fait des risques énormes qu'il est en train de prendre en Ukraine. Répondons à la question, je réponds non, mais évidemment, personne ne lit dans la boule de cristal. Voilà. Bien sûr, merci Christophe pour cette réponse. Question suivante, les sections européennes envers la Russie visent-elles à renverser Poutine en espérant que le peuple se renverse contre lui ? C'est une question qui nous vient de Cibourg et elle est posée par Damien. Il est clair que les sanctions qui sont infligées à la Russie sont énormes. Alors elles sont d'abord ciblées, elles ciblent d'abord les oligarques, elles ciblent d'abord l'armée, elles ciblent d'abord le pouvoir, le clan qui entoure Vladimir Poutine. Cela dit, pour réussir à faire plier la Russie, il faut malheureusement aussi que le peuple russe soit lui aussi touché. C'est déjà le cas d'ailleurs avant même l'invasion, puisque l'inflation et la chute du rouble sont antérieures à l'invasion de l'Ukraine. Cela dit, les mesures prises par les Occidentaux, mesures progressives, sont en train de d'étouffer l'économie russe. Le rouble a perdu 50% de sa valeur. Une partie des avoirs russes, y compris les avoirs liés au trésor de guerre du Kremlin, liés aux recettes pétrolières, est en partie inutilisable. Et pour la population russe, la vie devient très difficile. On ne peut plus utiliser une carte de crédit, ou de plus en plus difficilement. On ne peut plus
retiré d'argent, l'inflation était considérable, les pénuries commencent à apparaître. Donc malheureusement, il faut sans doute, les Européens et les Américains sont conscients de ces conséquences sur le peuple russe, ne les souhaitent pas forcément, mais c'est probablement le prix à payer aussi pour que le peuple russe prenne conscience, alors qu'il est abreuvé de propagande sur cette guerre en Ukraine, enfin plus exactement sur cette opération spéciale en Ukraine, comme on l'appelle Poutine. Il faut qu'ils puissent se rendre compte des conséquences de l'opération que leur pays est en train de mener, de manière à essayer de demander des comptes à ceux qui ont déclenché l'opération. On a une question qui vient de nous parvenir et qui est signée Caroline de Cazaux. Pourquoi a-t-on l'impression que la coalition internationale laisse faire Poutine sans rien faire pour le freiner ? C'est difficile de dire que la coalition internationale ne fait rien. On vient de parler des sanctions, elles sont considérables. Jamais la Russie n'a subi un train de sanctions aussi important. Les sanctions, c'est forcément progressif. L'effet des sanctions, c'est progressif. Pour l'instant, Poutine est dans une sorte de fuite en avant. Mais il sera fatalement rattrapé à un moment donné par le coût de cette guerre. Par ailleurs, il y a beaucoup de choses que l'on sait et beaucoup de choses que l'on sait moins. C'est l'ampleur aussi du soutien militaire qui est apporté à l'Ukraine. Alors c'est un soutien militaire qui évidemment est considéré par les Ukrainiens comme totalement insuffisant puisqu'ils sont sous les bombes. Donc on comprend l'angoisse et la véhémence du président Zelensky lorsqu'il critique les Occidentaux, après les avoir beaucoup remerciés. Cela dit, beaucoup de pays procurent des armements à l'Ukraine, des armements défensifs, mais aussi des armements offensifs. On pense en particulier aux lance-missiles, aux missiles sol-sol qui font des dégâts dans les rangs des chars russes. Cette aide militaire est venue y compris de pays neutres. Je veux souligner que la Suède et la Finlande, qui ne font pas partie de l'OTAN, ont accepté de livrer des armes à l'Ukraine. C'est extrêmement mal pris à Moscou. Ces pays scandinaves, qui étaient hors de l'OTAN, sont en train de demander leur rattachement à l'OTAN, ce qui est vraiment une contre-performance pour la Russie. Cette guerre, elle suscite de nombreuses interrogations, alors plus des questions d'ordre géopolitique que des questions justement qui s'adresseraient aux envoyés spéciaux. La question suivante, c'est pourquoi la France intervient dans des pays africains et ne peut pas intervenir en Ukraine ? Est-ce que lorsque nous intervenons au Mali, cela se fait sous l'égide de l'OTAN ? C'est une question qui nous vient de Sylvie à Bordeaux. Alors non, l'intervention au Mali n'a pas été faite sous l'égide de l'OTAN, dans le cadre de l'OTAN. Elle a été faite dans le cadre des relations, des accords militaires que la France entretient avec un certain nombre de pays africains, la plupart issus de l'ancien empire, du vieil empire colonial français, donc qui a été, comme vous le savez, démantelé en 1960. Donc c'est pas très jeune. Cela dit, il reste des accords de défense. Et donc en 2013, lorsque le Mali était menacé par des troupes djihadistes venues du Sahara, le président malien de l'époque a demandé à la France une intervention militaire. Donc évidemment, la France n'est pas intervenue de son propre chef, elle l'a fait sur mandat, dans le cadre d'accords. Les pays africains ne font pas partie de l'OTAN, la France oui, mais la France n'est pas intervenue là-bas en tant que pays de l'OTAN, elle est intervenue en tant qu'allié du régime malien qui donc était menacé de disparition. On voit bien que ce conflit suscite de nombreuses réactions, notamment sur vos réseaux sociaux et pas uniquement par rapport au conflit qui se passe actuellement. Mais on vient de le voir, justement, ça fait réfléchir par rapport à d'autres événements. La question suivante, elle s'adresse à vous, Sylvain Cotin. J'ai vu dans le journal que Sud-Ouest avait envoyé un journaliste envoyé spécial en Ukraine. Comment se passe son travail et quelles difficultés a-t-il rencontré, se demande André de Biscarrosse. Alors déjà, il y a quelque chose de particulier, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, on n'est pas noyé parmi d'autres journalistes. La frontière avec la Pologne fait plus de 500 km de long et il y a 6 points de passage terrestre et une ligne de chemin de fer. Donc on est un petit peu tout seul. Sur la route de l'Ukraine, c'est totalement désert, donc j'ai réussi à entrer. J'ai patienté 3 heures à peu près avec les gardes frontières ukrainiens. Je suis parti quelques kilomètres à l'intérieur, voir comment se passait la vie dans les petits villages qui voient défiler toute la journée des dizaines de milliers de réfugiés qui, eux, restent. Et Alors déjà, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer, techniquement, parce que je me suis retrouvé dans le flot de réfugiés qui passaient la frontière pour la Pologne. J'ai passé à peu près 7 heures pour faire 2 kilomètres, parce que à la fois les gardes frontières ukrainiens et les Polonais sont très tendus, vérifient quand même si la frontière est ouverte, chaque identité, chaque voiture.
Et la chose un peu particulière quand même, c'était dans les villages que j'ai traversés, on tombe sur plein d'hommes en armes, des villageois, on ne sait pas vraiment à qui on a affaire, des miliciens avec des uniformes disparates en noir, qui voient un peu qui voient des espions de Moscou partout, et peu importe qu'on ait un passeport ou une carte de presse française, ils sont très très méfiants, très tendus. Merci beaucoup Sylvain pour ce témoignage du terrain. Laurie, la question suivante, c'est moi qui vais vous la poser. Comment est-ce qu'on décide d'envoyer des envoyés spéciaux justement dans des zones de conflit ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc l'Ukraine, on avait senti que le conflit montait. Donc, on a un correspondant sud-ouest à Kiev, qui est Stéphane Sion, qui travaille pour d'autres médias. Et on avait aussi Eddie Aouch, qui est un grand reporter, qui est un bourlingueur dans le monde. Donc, on a commencé avec eux. Et puis, quand on a vu l'ampleur que prenait cette guerre, c'était dans le rôle de Sud-Ouest. On a une tradition à Sud-Ouest de bien couvrir l'international. Ça fait partie de nos spécificités. C'est pas parce qu'on a un journal local qu'on ne s'intéresse pas à l'international. On a donc décidé d'envoyer d'abord Sylvain dans un lieu qui nous semblait stratégique parce que c'était un point de passage entre l'Ukraine et la Pologne. Après, on a eu une ligne de conduite. Elle a été la même pour Sylvain et c'est la même pour Jefferson. C'est la sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entrer en Ukraine, peut-être que Jefferson nous en reparlera ultérieurement, mais on ne peut plus entrer en Ukraine à ce jour tout seul quand on est journaliste. Il faut avoir un fixeur ou un relais sur place et arriver avec concrètement des vivres et des jerrycans d'essence. Voilà, donc nous, on le fait, mais on ne met pas en danger nos journalistes. La sécurité avant tout, même si bien sûr le devoir des journalistes est d'informer. Vous vouliez aussi rebondir sur oui, je voulais simplement ajouter à ce que vient de dire ma collègue Laurie que donc, outre les envoyés spéciaux que Sud-Ouest a envoyés sur place, on peut aussi compter sur le réseau de nos correspondants. Alors on a parlé de Stéphane Sion qui lui était à Kiev, mais on a aussi sollicité par exemple notre correspondant à Istanbul, Stéphanie Fontenoy, qui nous a parlé de la question des détroits et de la mer Noire, c'est important. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre correspondant à New York, aux États-Unis, puisque les Américains sont évidemment une partie prenante très indirectement, de façon très importante dans ce conflit. Et puis notre correspondant à Berlin aussi a travaillé, puisque il ne vous a pas échappé que l'Allemagne donc a pris un virage extrêmement important, un virage à 180 degrés, notamment sur le plan énergétique et sur le plan militaire. Donc ça, c'est un aspect de la guerre absolument capital. Et donc Violette Bonba, notre correspondante à Berlin, nous a fait un très bon papier sur ce virage-là. J'ajoute également que nous avons pu, de nos propres forces de la rédaction, grâce à notre collègue Jean-Denis Renard, qui suit les questions énergétiques, faire un papier très complet sur la question du gazoduc Nord Stream 2 que l'Allemagne a gelé et qui donc devait acheminer 55 milliards de mètres cubes de gaz russe directement sous la Baltique, et qui est vraiment le symbole même de la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe, qui est vraiment la question que tous les Européens se posent en ce moment. On a bien compris que c'était un travail collectif, comme vous l'avez souligné dès le départ, pour pouvoir fournir autant d'articles et informer réellement en temps réel. La question suivante, elle s'adresse de nouveau à vous, Sylvain Cotin. Comment l'Europe va-t-elle faire pour absorber et accueillir ces centaines de milliers de réfugiés ? Et sans doute bientôt des millions. Dans l'immédiat, c'est vraiment le problème de la Pologne qui mène quasiment seule une vraie guerre sanitaire sans se faire prier. L'afflux est vraiment massif. On parle de plus d'1,5 million de réfugiés ukrainiens en Pologne passés par ces 6 postes frontières. Donc ça fait vraiment des entonnoirs. Ce qu'il faut dire, c'est que pour l'instant, personne ne meurt de faim ni de froid quand on arrive en Pologne. La solidarité est vraiment totale. Après, ce qui sera plus compliqué, après les avoir accueillis, c'est de les intégrer, d'intégrer tous ces réfugiés pour quelques jours, quelques mois, peut-être pour toute une vie. Il va falloir leur trouver un logement, un vrai logement, du travail, scolariser les enfants. Donc là, c'est là aussi que la solidarité et l'accueil des Ukrainiens devra se faire à l'échelon européen. Pour l'instant, l'accueil qui se fait en France, en Italie ou en Allemagne, c'est des initiatives pour l'instant très individuelles. Merci beaucoup Sylvain. Une autre question, les sites nucléaires sont-ils des cibles stratégiques pour la Russie ? Doit-on craindre un incident majeur ? Se demande Louis de Lormont. Cette question, elle est plutôt pour vous, Christophe.
Alors, évidemment, c'est une question très grave. On a vu que les premiers combats se sont déroulés sur la zone de Tchernobyl, lieu de cet accident nucléaire de 1986, avec une centrale qui est donc à l'arrêt, bien sûr, qui est couverte par un dôme, mais évidemment, dont tout le monde se demande si des frappes mal placées ne pourraient pas répandre à nouveau un nuage radioactif dans l'atmosphère. Mais la deuxième anxiété est venue avec la centrale de Zaporijjia, qui est une considérable... il y a 15 réacteurs nucléaires en Ukraine, et donc la centrale de Zaporijjia qui était donc cœur des combats, donc est la plus importante. À côté, si vous voulez, la centrale de Brault-Saint-Louis en Aquitaine est vraiment une petite centrale à côté de cette centrale-là. Alors, elle a été frappée par des tirs russes, pas les réacteurs eux-mêmes, mais des locaux administratifs qui se trouvaient à 500 mètres du premier réacteur. Donc, ça a provoqué une nuit d'angoisse partout dans le monde, et notamment à l'AEIA, donc le gendarme du nucléaire international, aux États-Unis, un peu partout. Comment dirais-je, Poutine, évidemment, et Poutine n'est quand même n'a pas totalement perdu l'esprit. Il sait évidemment que frapper des centrales nucléaires peut avoir des conséquences en chaîne et mener à une guerre mondiale. Il a promis, à la suite de l'affaire de Zaporijjia, il a promis de ne pas faire des centrales nucléaires des cibles militaires. Alors, évidemment, on peut aussi se demander ce que valent les promesses de Vladimir Poutine, puisque toutes les promesses qu'il a pu faire se sont révélées fallacieuses, y compris celles sur les corridors humanitaires encore récemment. Disons que sur cette question du nucléaire, il faut espérer que la promesse sera tenue. Évidemment, parce que ça, d'ailleurs, elle le sera sans doute, parce que évidemment, ça aurait des conséquences dévastatrices, y compris pour la Russie. Et donc, ce n'est peut-être pas ce que souhaite le maître du Kremlin. L'autre question, c'est Macron appelle Poutine. Est-ce bien utile? Ce conflit peut-il vraiment se résoudre par la voie diplomatique? La diplomatie, c'est toujours important. Et parler on ne parle pas d'ailleurs à ses amis, on parle à ses adversaires en général. Donc il faut parler à ses adversaires. Je pense que Emmanuel Macron, qui donc a eu Vladimir Poutine au téléphone déjà plusieurs fois et pendant très longtemps depuis l'invasion, et qui avait été le 7 février passé 5 heures au Kremlin pour parler avec lui, ne se fait plus aucune illusion sur sa capacité de persuasion de Poutine. Cela dit, est-ce qu'il est meilleur de couper tous les canaux avec Poutine ou d'en conserver? Et je crois que l'Élysée tient à garder un canal avec Poutine, et il est soutenu dans cet effort-là par ses partenaires occidentaux qui pour la plupart n'ont plus aucune relation. Biden ne parle pas à Poutine, Boris Johnson ne parle pas à Poutine. Macron est actuellement considéré par le Kremlin comme l'interlocuteur. Les conversations se résument en général à de longs monologues de Vladimir Poutine où il explique ses exigences et sa conception de l'histoire de la Russie et de l'Ukraine. Macron l'écoute poliment et essaye de faire passer des messages. Voilà, c'est mieux que rien, même si ce n'est pas ça qui va changer la face de la guerre. Mais la diplomatie, c'est ça aussi. Même dans les situations désespérées, il faut continuer à se parler. Ouais, même s'il n'en sort pas grand-chose, c'est important de garder ce lien. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Absolument. Question suivante. Poutine peut-il être condamné par un tribunal international, se demande Chantal de Bergerac. La plupart des membres de l'entourage de Poutine sont déjà sous sanction et sont déjà poursuivis pour d'autres opérations menées par les Russes depuis la première guerre en Tchétchénie. Je vous rappelle qu'il y a eu la première guerre de Tchétchénie, la deuxième guerre de Tchétchénie, la guerre en Géorgie en 2008, l'invasion de la Crimée en 2014 et la guerre du Donbass qui dure depuis 8 ans. Et d'ailleurs, c'est important de bien que les gens comprennent bien que la guerre, ce que nous avons appelé un conflit gelé dans le Donbass n'est pas du tout un conflit gelé. Il y a eu 15 000 morts en 8 ans, ce qui est beaucoup. Les soldats russes se sont toujours trouvés présents aux côtés des forces séparatistes du Donbass. Poutine peut-il être traîné devant une cour pénale internationale? C'est très très improbable. La Russie s'y opposera par tous les moyens. Je vous rappelle que c'est une puissance considérable qui est un des 5 membres du Conseil de sécurité. Elle fera obstacle à toutes les résolutions qui la viseront.
on se rappelle quand même que Milosevic a été traduit devant la Cour pénale internationale. Voilà, donc Poutine est un Milosevic puissance 20, mais dans un avenir que personne ne peut prévoir, il est possible qu'il ait à rendre des comptes, là aussi devant une Cour pénale. En tout cas ses adversaires, et notamment les Ukrainiens qui souffrent de cette folie meurtrière, feront tout pour appuyer les efforts internationaux pour le traîner devant une cour. Justement, la Russie peut-elle être contrainte à la prise en charge des dégâts matériels si elle perd ce conflit? C'est la question qui nous est posée par Françoise Despelette. Même réponse que celle que je viens de vous faire. La Russie s'y opposera évidemment par tous les moyens. Voilà, je pense que c'est vraiment beaucoup trop tôt pour poser ce genre de questions alors que les destructions sont en cours. On a envie de dire la Russie paiera, mais il faudrait être très très optimiste pour penser que la Russie paiera, surtout dans l'état où elle va sortir de la guerre, c'est-à-dire un état de pays comment dirais-je, non pas bombardés comme l'Ukraine, mais de pays faillis, puisque la Russie, malgré ses grandes richesses pétrolières, gazières, céréalières, etc., va se retrouver dans une situation économique tout à fait dramatique dans les mois qui viennent. Les sanctions économiques sont-elles efficaces pour contrer la Russie? Je pense qu'elles ne sont pas assez dures. C'est la réflexion que se fait Alain de Mérignac. Est-ce que l'un de vous peut peut-être apporter Je veux bien répondre, mais son éclairage? peut-être mes camarades veulent répondre. Laurie ou Christophe? Oui, on ne peut pas le prédire aujourd'hui, c'est un petit peu difficile. On peut quand même un peu difficile, un peu tôt. Surtout. Après, quand même, on peut souligner qu'il y a eu des mesures qui ont été prises qui sont exceptionnelles. Le fait que l'Europe achète pour 500 millions d'euros d'armes, c'est une première historique dans l'histoire de l'Union européenne. Actuellement, on voit quand même que tous les robinets sont en train d'être fermés autour de la Russie et que ça va être dur pour eux de tenir dans le temps. Très vite, la population va se retrouver dans une situation complètement exsangue. Laurie a raison de dire que l'Union européenne a pris une décision historique, puisque ce n'est pas une alliance militaire, c'est une alliance politique, mais donc elle a pris la décision historique de débourser 450 millions d'euros pour des achats d'armes. C'est en fait des remboursements à des pays membres qui vont donner des armes aux Ukrainiens. Il y a évidemment l'affaire du gazoduc, qui est aussi une décision très difficile à prendre pour les Européens, et notamment pour les Allemands, puisque l'Allemagne dépend pour moitié du gaz russe. Donc pour eux, c'est une décision qui a des implications énormes. Je rappelle aussi que le système SWIFT, c'est-à-dire le système de compensation interbancaire qui permet aux banques russes d'intervenir sur les marchés internationaux, la Russie en a été en partie exclue, ce qui n'était pas du tout évident au départ. Les Américains et les Européens en ont beaucoup parlé. C'était un point de friction. Voilà. Donc il y a une mesure qui est dans les tuyaux, si j'ose dire. C'est une idée américaine qui est de décréter un embargo sur le pétrole et le gaz russe. Alors là, les Européens ne sont pas chauds du tout, mais on ne peut pas exclure que la Russie soit également éjectée du marché pétrolier gazier. Alors elle ne le sera jamais totalement, puisqu'elle a un immense allié qui s'appelle la Chine, et qui est prête à lui acheter beaucoup de choses, qui d'ailleurs, l'appui de la Chine n'est pas du tout désintéressé. La Chine voit cette opération ukrainienne avec un œil méfiant, mais en même temps, elle envoie toutes les retombées économiques possibles. La Russie va être aux abois, la Russie va se mettre dans la main de la Chine encore plus qu'elle ne l'est actuellement, et la Chine va pouvoir se procurer à vil prix des ressources de toutes sortes dont elle a besoin pour son expansion. Voilà, avec en plus la Sibérie juste en face qui est vide alors que la Chine est pleine. Donc imaginez ce que pensent les Russes du voisinage amical entre guillemets de la Chine. C'est une autre question, mais elle est très importante. On va poursuivre sur ce qui concerne justement l'économie avec cette question à laquelle vous avez déjà en partie répondu. Y a-t-il un risque de blocus énergétique de la Russie envers l'Europe en réponse aux sanctions économiques ? Tout le monde se tient par la barbichette, puisque l'embargo peut aller dans les deux sens. Et soit les Européens décident de ne plus importer de pétrole et de gaz russe, ce qu'ils ne feront pas, au moins dans l'immédiat, ou alors la Russie décide de fermer les robinets. On peut d'ailleurs, peut-être certains de nos auditeurs sont-ils surpris que la Russie ne l'ait pas encore fait, en disant aux Européens, puisque vous nous voulez du mal, on va vous couper le robinet. Ils n'y ont évidemment pas intérêt, d'abord parce que ça voudrait dire qu'ils sont en guerre avec l'Europe, ce qui officiellement n'est pas le cas. Et la deuxième chose, c'est que
l'Union européenne dépense 100 milliards d'euros par an pour acheter des hydrocarbures et du gaz en Russie. C'est énorme. Ouais, donc, donc, si vous voulez, la Russie c'est aussi compté. Hein. Donc, se couper des Européens, ce n'est pas souhaitable pour elle ni possible. Alors après, combien de temps est-ce que ça va durer? On ne sait pas. J'ai cité cet embargo possible, l'embargo sur le pétrole et le gaz, qui voudrait éjecter en partie la Russie du marché. C'est vraiment pas fait. C'est peut-être pas non plus. C'est une décision qui est évidemment pas à prendre à la légère. Hein. Tous les paramètres doivent être examinés. Et puis les alliés occidentaux ne sont vraiment pas tous sur la même longueur d'onde. Mais enfin, en tout cas, c'est une vraie question, un vrai risque. Et en tout cas, tout le marché gazier et pétrolier est en train d'être impacté de façon totale, hein, par cette guerre. Et c'est un sujet sur lequel vous souhaitez réagir également, Sylvain Cotin, qu'on va retrouver par Skype. Oui, juste dans le prolongement de ce que disait Christophe Lucet, les deux camps sont vraiment dépendants de ce marché du gaz et du pétrole. Et pour la Russie, c'est plusieurs centaines de millions de dollars par jour. Et c'est de l'argent qui sera très utile pour l'armée russe si le conflit se prolonge. On va rester avec vous, Sylvain, puisque la question suivante, elle vous est directement adressée. Pourquoi la colonne de 60 km de véhicules russes bloqués pendant plusieurs jours n'a pas été détruite par l'aviation ukrainienne? Alors ça, je ne sais pas. Il y a plein de spéculations, de manœuvres, d'intimidation. J'ai pas Moi, j'avais l'impression que c'était parce que l'aviation ukrainienne était clouée au sol, voire inexistante, pardon. Mais Christophe Lucet pense qu'elle est capable de Justement, Christophe veut réagir à ce sujet. Vous ne le voyez pas, peut-être parce que vous êtes avec nous par Skype. Christophe, je vous donne la parole. Non, mais Sylvain a tout à fait raison. On peut s'étonner que cette colonne de 60 km de long soit toujours là. L'aviation ukrainienne, je l'ai dit tout à l'heure, a été largement clouée au sol, hein, mais pas totalement. Alors, est-ce que c'est suffisant pour aller bombarder les forces russes qui se trouvent autour de Kiev? Inutile de vous dire que l'aviation russe veille au grain. Hein, donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pourquoi cette colonne est-elle bloquée, clouée aux portes de Kiev? D'abord parce que c'est une colonne logistique qui est censée apporter du soutien lorsque Kiev sera occupé. Mais c'est également un symbole de l'impéritie, de l'incurie partielle de cette opération russe, puisqu'on a des témoignages très crédibles. Ça faisait partie d'ailleurs des observations des généraux américains du Pentagone. Beaucoup de ces camions sont embourbés, ont été attaqués par des partisans, des camions, les chaînes logistiques de carburant ne fonctionnent pas bien, et donc beaucoup de ces camions qui sont sur 3 ou 4 rangées et sur des kilomètres et kilomètres de long se bloquent parfois les uns les autres. Enfin, c'est un bazar sans nom. Il n'y a pas du tout de cohérence dans cette opération, ou en tout cas elle a été mal conçue, elle est mal exécutée, et évidemment elle rencontre aussi de la résistance sur place, à la fois dans les airs, mais surtout sur terre. Hein, voilà, puisque la stratégie des Ukrainiens, de la guérilla ukrainienne et de l'armée ukrainienne, c'est plutôt une stratégie de coup de main, hein, plutôt que d'offensive frontale sur les forces russes. Et donc c'est ce qu'on appelle la guerre des partisans. Elle a commencé, et évidemment lorsque vous avez un couloir comme ça de logistique aussi long, c'est assez facile à attaquer en fait. Hein, voilà. Donc là-dessus, les Russes sont pas très bons. On a une question de Facebook, puisque vous le savez, nous sommes également en direct via le live Facebook de Sud-Ouest, et elle s'adresse plutôt à vous, Sylvain, concernant justement la couverture médiatique. Pourquoi ne mettons pas à contribution des hackers pour pirater les sites de télévision et passer des images en temps réel? C'est la question qui nous est posée par Christophe via Facebook. Eh bien, peut-être qu'ils sont déjà à l'œuvre, mais je n'en sais rien du tout, et je ne sais pas. Christophe Lucet, peut-être, ou Laurie, étant donné que voilà, alors je ne sais pas de quelle télévision il parle. Côté russe, on a bien vu que Vladimir Poutine avait quand même mis en place dans son pays des règles qui empêchent les correspondants étrangers de continuer à travailler, sinon ils sont emprisonnés. Donc du coup, beaucoup de médias étrangers ont décidé d'arrêter d'émettre en russe. C'est le cas de la BBC notamment, et même les correspondants français en Russie, on n'en a pas, nous, Sud-Ouest, mais ça doit être très très compliqué pour travailler. Et puis on a vu que côté médias indépendants, il n'y en a plus en Russie. Sylvain, vous voulez réagir à ce que je suis en train d'entendre? Oui, ce qu'on peut noter quand même, et ce qui surprend un peu les Russes, c'est
la faculté qu'ont les Ukrainiens à communiquer, à mener aussi cette guerre médiatique. Leurs images sont bien mises en scène et la personnalité du président Zelensky est bien mise en scène aussi, quoi. Je pense que c'est une surprise. Oui, je crois que Sylvain a raison de le souligner. Là, on est dans une guerre de l'information aussi, une guerre des récits, comme on dit. Donc, on connaît le récit russe, qui est un récit de propagande éhonté sur le plan historique, mais qui fonctionne en partie auprès des Russes parce que les Russes n'ont pas d'autres sources d'information et puis sont quand même sous un régime de terreur. Hein. On peut risquer sa vie à manifester, on peut risquer sa vie donc à s'opposer. On le sait, il y a eu beaucoup d'assassinats d'opposants dans toutes ces dernières années. Mais les Ukrainiens donc savent tout ça. Ils savent encore mieux que nous d'ailleurs à quel point ils sont la cible de la propagande russe. Et ça fait déjà 10 ans depuis l'invasion de la Crimée que les cyberattaques sont quotidiennes. C'est pas tous les mois, tous les ans. C'est tous les jours. Et des dizaines d'attaques. Alors petites, moyennes, grosses. La cyberguerre menée par la Russie est considérable. Alors les Ukrainiens ne sont pas des agneaux. Hein. Ils ont aussi tenté de s'y opposer par les mêmes moyens. Donc il y a une cyberguerre de l'ombre qui se déroule. Je comprends la question de notre auditeur, mais évidemment, il est un peu difficile d'y répondre. Je pense pas que des hackers peut-être ont-ils les moyens de pirater les sites des chaînes russes. Je pense que quand même du côté russe, on doit veiller à ce que ça ne se passe pas. Vous vouliez intervenir, Laurie, juste à ce sujet? Il y a deux choses, en fait. Ces cyberattaques, elles sont aussi destinées elles peuvent concerner l'Europe. D'ailleurs, le gouvernement français a demandé aux plus importantes entreprises de renforcer leur sécurité par rapport à d'éventuelles cyberattaques. Et l'autre chose que je voulais dire sur cette guerre de la communication, on voit, et c'est peut-être un des premiers conflits au monde où on est autant informé en temps réel grâce aux réseaux sociaux. Et les Ukrainiens jouent à fond le jeu. On est abreuvé toute la journée, 24 heures sur 24, d'images, ce qui dessert plutôt la Russie de ce côté-là, parce que nous, occidentaux, on a des images en temps réel de ce qui se passe dans les villes et les lieux bombardés en Ukraine. La dernière question, elle va s'adresser à vous, Laurie. Une personne nous demande, c'est Jacques du Barcarès, qui souhaite venir en soutien à l'Ukraine et qui ne sait pas comment faire pour obtenir des renseignements. Vous allez justement nous expliquer du dispositif qui est mis en place par Sud-Ouest notamment. Oui, alors vous avez dû le remarquer, Sandrine, là, depuis plusieurs jours, il y a un élan de solidarité assez formidable, mais vraiment formidable sur tout le territoire français et aussi donc dans tous les pays européens. Donc nous, Sud-Ouest, on a décidé de s'associer aussi, on voulait faire quelque chose. Donc on monte une opération spéciale pendant 2 jours, mais qui va s'égrener dans les jours suivants. Donc on a mis notre site aux couleurs de l'Ukraine et on a monté une grosse opération avec Sud-Ouest Solidarité, donc qui est notre association de solidarité qui existe depuis fort longtemps. Et donc on s'est associé au Secours catholique et à Amitié Ukraine et on a mis en place une collecte en ligne. Donc vous pouvez donner et donc vos dons iront directement vers soit le Secours catholique, soit Amitié Ukraine, qui sont 2 associations très sûres. On a signé une convention avec eux. Et donc pendant 2 jours aussi sur notre site, on va mettre en avant toutes les initiatives collecte de dons qui ont été mises en place dans notre région. Oui, des associations dont on a eu l'occasion de parler dans nos différentes éditions sur TV7 pour expliquer justement les dons dont elles avaient besoin, de la nourriture, puis du matériel médical et puis également un soutien financier. On va repartir du côté de La Rochelle où se trouve Sylvain Cotin, notre envoyé spécial. Sylvain, est-ce que vous pouvez nous dire justement tous ces dons, comment est-ce qu'ils affluent, comment est-ce qu'ils sont approvisionnés justement sur la frontière? Par tous les moyens du bord, moi j'ai vu de très longs convois militaires polonais remonter jusqu'à la frontière avec l'aide d'urgence. Mais quand j'étais à cette frontière, c'était vraiment des particuliers. Alors bien sûr, il y a les secouristes, les pompiers polonais, mais beaucoup aussi de particuliers venus d'Allemagne, d'Italie, de France. J'en ai vu qui débarquent avec des utilitaires remplis à bord de gâteaux, de couches, comme disait Jefferson Desport en Roumanie. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça, parce qu'il faut leur donner à manger, les habiller sur place. Ensuite, on verra. Mais ce que je voulais dire, c'est que, encore une fois, c'est comme en Roumanie, c'est essentiellement, exclusivement des jeunes mamans avec leurs jeunes enfants. Et au passage, quand Poutine dit qu'il est en mission pour dénazifier le pays, moi j'ai surtout vu une armée de petits-enfants qui partaient. Donc c'est beaucoup de monde. Mais si on arrive, comme le pense l'ONU, à 5 millions de réfugiés, ça veut dire qu'il reste quand même
une quarantaine de millions d'Ukrainiens dans leur pays qui n'ont soit pas l'envie, soit pas les moyens de fuir. Et eux, dans quelques jours, je pense qu'ils seront vraiment définitivement coincés là-bas. Merci beaucoup Sylvain pour ce témoignage de ce que vous avez pu voir là-bas à la frontière. Christophe Lucet, vous vouliez réagir justement par Oui, je rapport voulais à ce réagir dont- sur cette crise humanitaire qui concerne l'Europe. Elle ne concerne pas les États-Unis, elle ne concerne pas le Moyen-Orient, elle concerne ni la Russie, même si Vladimir Poutine proposait des corridors humanitaires vers la Biélorussie et la Russie. Autant vous dire que les Ukrainiens qui se sont découverts comme nation dans cette épreuve, encore plus je dirais, se sont découverts comme une nation européenne. Ils regardent vers l'Europe, ils veulent aller en Europe, ils veulent aller dans les différents pays européens. Alors évidemment, ils sont accueillis à bras ouverts dans les pays de l'ancien bloc de l'Est qui les connaissent bien. Je rappelle que la Pologne qu'il y a en Ukraine des minorités polonaises, aussi des minorités hongroises. Donc si vous voulez, ce sont des pays très proches. Donc tous ces pays, Roumanie, Pologne, Slovaquie, Hongrie aussi, donc sont prêts à accueillir des réfugiés, y compris la Hongrie qui était tellement contre la Hongrie qui était tellement opposée à l'arrivée d'immigrés de Syrie ou d'Afghanistan, se trouve aujourd'hui, je dirais, prise à contre-pied dans le bon sens du terme et est prête également donc, à accueillir des réfugiés ukrainiens. Ils vont être des millions. On ne sait pas pour combien de temps, puisque en fait, ils auront évidemment à cœur de rentrer chez eux lorsque la guerre sera terminée, mais le pourront-ils? Personne n'en sait rien. Et donc pour l'Union européenne, c'est une crise majeure. C'est une grande épreuve, mais c'est peut-être aussi une grande chance de montrer ce que sont les valeurs européennes et peut-être de solidifier dans l'épreuve notre construction politique et humaine et de valeurs de civilisation. Merci beaucoup Christophe Lucet d'avoir répondu aux questions des lecteurs de Sud-Ouest, mais aussi des téléspectateurs de TV7. Merci beaucoup Laurie Bocce d'avoir été sur ce plateau. Merci également à Jefferson Desportes, un envoyé spécial en Roumanie. Merci beaucoup à Sylvain Cotin. Et merci à vous tous qui avez posé vos questions et qui avez suivi cette émission pour en savoir davantage sur la situation concernant la guerre en Ukraine. On aura notamment l'occasion d'en reparler demain dans la matinale avec Jefferson Desportes qui nous refera un point sur la situation en Ukraine. Ce sera demain aux alentours de 7h40. Restez avec nous sur TV7, l'information continue.